Bonjour à toutes et à tous, je suis très heureux de vous présenter ce nouvel épisode d'Ouvre les yeux. Je m'appelle Maxent et aujourd'hui je vous emmène à la rencontre d'acteurs et actrices de l'environnement qui vont nous faire ouvrir les yeux sur les algues. Que ce soit dans notre alimentation ou dans l'architecture, ces végétaux marins ont des propriétés encore trop méconnues. Mais nous nous pencherons également sur plusieurs facteurs de pollution des océans pouvant faire disparaître ces végétaux ou au contraire les faire proliférer à une vitesse incontrôlable. Bienvenue dans Ouvre les yeux les algues. Dans cet épisode, nous allons voir que les algues ne sont pas uniquement des végétaux qui nous chatouillent les pieds l'été à la plage. Nous pouvons les retrouver dans notre assiette pour des plats sucrés ou salés, sur la façade des immeubles afin de créer la ville de demain, et bien évidemment dans les mers et océans qui sont leur lieu de vie. Cependant, ces espaces connaissent un phénomène d'acidification bien trop rapide, pouvant causer de nombreux problèmes à la faune et à la flore y résidant. Mais avant, je vous emmène en Bretagne, car c'est ici que les algues font le plus débat. Après les grandes marées noires, les côtes bretonnes font désormais face, annuellement, aux marées vertes. Pour comprendre ce phénomène et savoir comment l'éviter dans les prochaines années, je vous emmène à la rencontre de Bretons ayant tous un rapport différent avec les algues vertes. Afin de percer les mystères de cette histoire et la dangerosité de ces algues, nous avons rencontré Pierre Philippe, docteur et lanceur d'alerte dès les années 90. Yves-Marie Lelay, associatif très engagé sur le sujet depuis plus de 20 ans. Michael Cosson, maire d'une des principales communes touchées par les échouages, et Fabrice Charles, agriculteur passionné par son métier, qui a changé il y a quelques années son mode de production afin de ne plus être désigné comme fautif de cette invasion verte. De leur nom latin Ulva armoricana, les algues vertes posent problème sur de nombreux littoraux bretons. Leurs caractéristiques, très spécifiques aux zones dans lesquelles elles vivent, font de ces algues un réel enjeu sanitaire, qui, nous allons le voir, est également un enjeu politique et environnemental. Voici à quoi elle ressemble. C'est une algue verte claire, très fine, tout juste à la limite du transparent, et qui, une fois dépliée, fait approximativement la taille d'une main. Comme toutes les algues, elle se développe principalement grâce à la lumière du soleil. C'est ce qu'on appelle le phénomène de photosynthèse. De par sa description, elle ne présage rien d'inquiétant, mais Yves-Marie Lelay connaît bien son danger. Il est lui-même tombé en 2002 dans le piège de ces algues, lui provoquant de lourds problèmes respiratoires desquels il ne garde heureusement aujourd'hui aucune séquelle. Ce sont les seules algues en Bretagne qui n'ont pas besoin d'être fixées à un rocher pour pousser. Elles poussent dans toute la lame d'eau, c'est-à-dire toute l'épaisseur de l'eau. Donc du coup, leur zone de vie est beaucoup plus importante, beaucoup plus grande. Et cette zone de vie très élargie, les algues vertes n'en perdent pas un seul centimètre carré. Elles se déchirent facilement. Et en se déchirant, elles vont flotter dans la mer et elles vont se redévelopper à la périphérie. Et on peut avoir une augmentation de 30% à 40% en un jour. Avec les bonnes conditions, il faut de l'eau claire pour qu'il y ait une excellente photosynthèse. Avec les nitrates qui sont là, et puis une température d'eau de l'ordre de 15 à 20 degrés. Des conditions toutes bien présentes l'été en Bretagne. Un développement de 30 à 40% en un jour, voilà à quoi cela ressemble. Nous avons ici une algue Ulva armoricana, qui, due à sa finesse, se déchire en deux. Chacun de ces deux bouts, maintenant indépendants, grandit de 30%. Voilà, une première journée s'est écoulée. Mais le lendemain, au lever du soleil, le remous des vagues brise chacune des algues en deux morceaux distincts. En plus, nous avons de belles températures aujourd'hui, alors nos algues se développent chacune de 30% à leur périphérie. En accéléré, vous voyez ce qui se passe en une semaine, soit en seulement 7 jours. Imaginez donc que ce processus a lieu de juin à septembre, à grandeur nature et dans chacune des baies où les algues vertes sont présentes. Durant l'été, à chaque marée descendante, les plages passent du jaune au vert en l'espace de quelques heures. Le problème survient lorsque les algues ne sont plus hydratées. Elles sèchent sur la plage, on dit qu'elles sont en état de putréfaction. La couche superficielle de l'algue va blanchir.
et va former un film étanche qui fait que tout ce qui est en dessous, sous l'effet de la chaleur, va pourrir. Et c'est les meilleures conditions pour qu'il y ait une putréfaction de toute la masse organique. Et donc cette putréfaction de la masse organique engendre de l'hydrogène sulfuré. Aussi appelé sulfure d'hydrogène, ce gaz de formule H2S est constitué d'un atome de soufre et de 2 atomes d'hydrogène. Le souci, c'est que l'hydrogène sulfuré a une odeur d'œuf pourri et qu'il est fortement toxique. Mais ce deuxième point, dans les années 80, n'était pas abordé, car la présence de ce gaz lors des échouages d'algues vertes était inconnue. Au début, comme tout le monde, j'ai vécu ça comme une pollution effectivement olfactive. Et en 1989, il y a eu le premier cas, c'était un jogger de 26 ans. Son corps a été cherché pendant 3 jours et au bout de 3 jours, son corps a été retrouvé dans un amas d'algues vertes. Il y avait à peu près pratiquement 1 mètre d'épaisseur. Son corps a été ramené aux urgences de l'hôpital de Lannion où j'étais de garde ce soir-là et on m'a demandé de déterminer l'origine du décès, puisque bien sûr j'ai été en incapacité de faire, puisque d'une part c'était irrespirable quand on a ouvert la housse. La même odeur que sur la plage. Pareil, exactement la même. Il était totalement englobé d'algues vertes et c'était irrespirable. Donc on a refermé la housse tout de suite et j'ai dit non, c'est absolument impossible. Il faut faire une autopsie donc, à l'hôpital de Saint-Brieuc. J'ai dû faire au moins 7, 8, 10 courriers. Je n'ai jamais réussi à obtenir le résultat de cette autopsie. Depuis le début de ce fléau vert, les autorités de l'État ne sont jamais intervenues pour combattre ces algues nocives. Certes, certains hommes politiques sont déjà venus en Bretagne pour analyser la situation, mais toujours avant ou après la saison estivale, soit au moment où les algues vertes sont le moins présentes. Des plans qui, sur le papier, ont pour objectif de diminuer ces échouages ont également été mis en place, mais nous y reviendrons un petit peu plus tard. Pour Pierre-Philippe, qui a toujours été très investi dès le début, le chemin vers la vérité n'a pas toujours été évident. Au début, ça a été très difficile. J'ai eu des oppositions déjà au départ pour obtenir l'autopsie du cheval, qui était la seule façon de pouvoir démontrer que c'était les algues vertes qui étaient à l'origine des accidents. Il y a eu beaucoup de freins au départ. Il y a eu même un peu de pression par l'intermédiaire de la direction de mon hôpital. Et la DAS téléphonait à l'hôpital en disant que j'étais en train de colporter des bruits qui n'étaient pas fondés. Je me suis rendu compte qu'effectivement ça valait le coup d'aller jusqu'au bout, puisque c'est la seule façon de montrer que les algues vertes étaient à l'origine des différents accidents, même si ça n'a jamais été officiellement reconnu par les autorités d'État. Ils ne reconnaissent toujours pas que les accidents précédents étaient liés aux algues. L'accident mortel du jogger dont nous a parlé Pierre-Philippe n'est effectivement pas le seul qui est ignoré par l'État. Entre 1989 et 2016, les algues vertes ont tué 3 humains, un cheval, 36 sangliers, 2 chiens et des ragondins, mais ont également causé 2 accidents graves impliquant un cavalier et un ramasseur d'algues. Plus récemment, durant l'été 2021, sur une même plage et durant un même après-midi, 3 chiens ont été intoxiqués. 2 d'entre eux sont morts et le 3e s'en est miraculeusement sorti vivant. Cependant, la mise en cause des algues vertes dans ces accidents reste du conditionnel. Car malgré la présence de ces algues sur la plage où couraient les chiens, 2 d'entre eux n'ont pas été autopsiés et le 3e n'a pas pu mettre en évidence d'hydrogène sulfuré dans ses poumons car l'autopsie a eu lieu 2-3 jours après l'intoxication. Cependant, nous savons que les algues vertes attirent des bactéries et des cyanobactéries et nous savons également que le chien autopsié présentait des hémorragies sur différents lieux de son corps. Aucune preuve irréfutable nous prouve donc la culpabilité des algues vertes dans ces accidents, mais il est tout de même légitime de faire ce rapprochement. Tous les accidents et décès dont je vous ai parlé précédemment ont uniquement eu lieu dans les baies de Lannion et Saint-Brieuc. De plus, je vous ai seulement parlé des cas connus, car pour Pierre-Philippe, il est très probable que le jogger ne soit pas la première victime des algues vertes. Et en plus, je pense qu'il y aurait des études à faire, mais malheureusement, elles ne seront pas faites. Les répercussions sur la santé de taux d'exposition chronique, comme ça, sur 2 mois de l'année, les gens qui vivaient près de la route. Et pourquoi elles ne sont pas faites, ces études ? Peur d'affoler les foules, répercussions sur le plan tourisme et puis agroalimentaire. L'agroalimentaire, justement, c'est l'un des nombreux points de convergence de tous nos invités. Nous n'avons pas fait une interview sans que le sujet ne soit abordé par l'invité. Et cela rejoint les nitrates dont nous parlait Yves-Marie Lelay tout à l'heure.
Mais pour tout comprendre, voici quelques explications. Dès les années 60, en France, les modèles agricoles commencent à s'intensifier, utilisant de plus en plus d'engrais et se spécialisant dans un type d'exploitation précis. Par exemple, la Bretagne élève 60% des porcs et 40% des dindes que nous consommons en France. De plus, un poulet français sur 3 vient de ces terres bretonnes. Et pourtant, cette zone très productrice n'est que la 6e région française en termes de nombre de fermes bio en 2018. Dû à cette croissance exponentielle des élevages hors sol, les agriculteurs souhaitent nourrir leurs animaux avec toujours plus de nourriture, ce qui augmente les hectares de culture. Mais à un moment, tout l'espace est occupé. Alors, la seule solution est de produire plus sur les terres déjà cultivables. Et c'est là qu'interviennent les engrais chimiques ainsi que les engrais naturels. Dans ces derniers, nous trouvons par exemple les déjections animales. Ces déjections sont composées d'azote, de phosphore et de potassium, ayant chacun des caractéristiques spécifiques pour les cultures. Le problème ne vient pas directement des épandages de lisier, c'est la non-compatibilité entre l'augmentation continue des élevages hors sol et le stockage des déjections animales qui pose problème. C'est ce qu'Yves-Marie Lelay nous explique. Les exploitations hors sol qui concentrent les animaux, et après, leurs déjections, il faut bien les mettre quelque part. Et donc ces déjections, elles seront toujours en excédent. Et c'est là que on va les mettre sur les terres, plus que les cultures ne peuvent absorber de nitrate et de phosphate. Donc le plus que la plante peut absorber, se termine dans la rivière. Et la rivière dans la mer. Pour mieux comprendre ce problème, nous avons suivi Yves-Marie Lelay le long du Douron, un fleuve qui se jette également en baie de Lannion. Ici, l'identification du lien entre les activités agricoles et les fuites d'azote saute aux yeux. Et c'est justement cette présence d'azote dans les baies bretonnes qui provoque une surmultiplication des algues vertes. Nous reviendrons un petit peu plus tard sur les changements possibles afin d'endiguer ce problème. Mais déjà, reprenons ce que disait Pierre Philippe. D'après lui, si des études plus poussées sur ces végétaux meurtriers ne sont pas faites, c'est par peur d'affoler les foules et d'avoir des impacts néfastes sur l'agroalimentaire et le tourisme. Ce dernier, justement, que ça soit lors de l'interview ou en montage du documentaire, me laisse perplexe. Je vous explique mon raisonnement. Comment peut-on ne pas faire d'études sur ces algues par peur d'effrayer les touristes, alors que la non-connaissance de cette dernière est encore plus problématique? Pour essayer d'éclaircir tout ça, nous avons rencontré Monsieur Cosson, qui, en plus d'être le maire d'Yvlion, une commune particulièrement touchée par les échouages, est également vice-président en charge du tourisme depuis 2014 dans l'agglomération de Saint-Brieuc. En 2015, lorsque j'étais président, il y avait à peu près 120 000 € de taxes de séjour annuellement. Aujourd'hui, on a 350 000 € en 2021. Donc on ne peut pas dire que ça a un impact sur le tourisme. Par contre, en fait, en termes d'image, c'est forcément pas bénéfique. Et aujourd'hui, en plus, à travers les différents reportages qui peuvent avoir lieu, souvent, si on se place à Paris ou à Strasbourg, on a l'impression que la Bretagne est envahie par la marée verte. Alors que, bien heureusement, ça ne concerne que 3-4% du littoral breton, et en plus 2-3 mois de l'année. D'après les chiffres, il est vrai que les algues vertes n'empêchent pas les touristes de venir se ressourcer sur la magnifique côte bretonne. Cependant, je suis allé faire un petit tour sur les avis de 3 plages adjacentes à la commune d'Yvlion, et voilà ce qu'on peut y lire. Heureusement, depuis quelques dizaines d'années, ces algues sont ramassées. Tout a commencé dans la commune de Saint-Michel-en-Grève. Voici un extrait du registre des délibérations du conseil municipal de la ville datant du 17 mai 1971. Il est dit qu'une végétation verte, abondante, gluante, recouvre depuis quelque temps la mer et la lieue de grève. Cette situation s'est déjà produite l'an dernier et la commune a dû supporter seule les frais d'enlèvement de cette végétation afin d'arrêter le départ des estivants. Il est donc impossible de dire que ces algues n'imputent pas le tourisme en Bretagne. C'est pour cette raison que chaque été, il est possible de voir un balai continu de tracteurs à chaque marée descendante. D'après l'État, si ces ramassages sont effectués, c'est en majeure partie pour éviter toute pollution visuelle ou olfactive sur les plages. Mais à l'heure qu'il est,
le gouvernement ne déclare toujours pas effectuer ces ramassages pour des raisons sanitaires. De plus, cette solution fait rapidement face à de nombreuses limites. Retournons sur la plage de Saint-Michel-en-Grève avec Yves-Marie Lelay. L'objectif, c'est de les laisser sur le haut de la plage, là où la mer ne vient pas avec le coefficient de marée, et de les charger le lendemain. Donc elles ont le temps d'égoutter. Et du coup, eh bien, ils transportent moins d'eau et puis moins de sable, mais ils en prennent quand même du sable. Ce ramassage non sélectif prélève du sable, mais également du goémon. Ces algues brunes s'échouant sur les plages à marée haute ne passent pas au travers des pelles géantes des tracteurs. Ramassées involontairement avec les algues vertes, la disparition de ces algues sans danger fait le malheur des puces de mer, qui en faisaient leur repas favori. Elles-mêmes étant très appréciées des oiseaux marins, leur diminution font de ces baies des zones à faible densité. Les algues vertes ont comme conséquence de nuire considérablement à toute la vie dans le sable, dans la faune et la flore. Et ça dure depuis 50 ans. De plus, une fois chargées dans les bennes des camions, les algues parcourent entre 30 et 40 km pour être évacuées à l'intérieur des terres. Ces algues sont ensuite mises sur les terres et dispersées par petits morceaux, comme ça, comme on disperse du fumier. Donc là, effectivement, sur des hectares, elles ne représentent plus aucun danger. Le problème, c'est que c'est du nitrate qui vient des terres qui a fait des algues vertes, et on renvoie les algues vertes pleines de nitrate à leur point de départ. Donc c'est ce qu'on appelle la boucle vicieuse. Une boucle vicieuse qui exaspère également Michael Cosson. Pour lui, cette méthode de ramassage n'est plus à l'ordre du jour. Il souhaiterait pouvoir en finir avec les algues vertes sur les 13 km de littoraux que compte Ilion. D'ailleurs, au moment du tournage, cela fait 7 mois que l'une des principales plages de la commune est fermée. Un triste record, car normalement, l'hiver, le développement des algues cesse. Mais cette année, les conditions météo clémentes ont obligé monsieur le maire à maintenir cette plage interdite au public, même en hiver. Aujourd'hui, la difficulté, c'est que le ramassage n'a pas beaucoup évolué. Il y a des pratiques agricoles qui ont évolué, mais le ramassage, lui, il est resté comme au tout début, c'est-à-dire avec un tracteur et des remorques. Et le tracteur, forcément, lorsqu'il arrive sur des sols moins meubles, comme des vasières, il n'y va pas, sinon il va rester embourbé. Et s'il arrive dans les rochers aussi, il n'y va pas non plus, parce que sinon il ne va pas pouvoir y accéder. Localement, des entreprises innovantes prennent en considération ce problème d'incapacité de ramassage des algues dans certaines zones et ont mis au point un robot capable de ramasser les algues directement en mer. Au lieu d'attendre leur échouage, le ramassage en amont permettrait une diminution de leur temps de présence en mer, ce qui signifie moins de temps pour se démultiplier. De plus, cela réglerait le problème des côtes rocheuses et vaseuses, car même si les tracteurs ne peuvent pas accéder aux littoraux, le robot, lui, pourrait ramasser les algues directement en mer. Autre avantage, en hiver, les algues vertes restent principalement en mer, sans se démultiplier et sans s'échouer, sauf cas exceptionnel dû à une météo douce. C'est donc le moment idéal pour réduire les réserves en allant ramasser ces algues endormies et limiter les dégâts à la reprise des beaux jours. Nous espérons avoir de bonnes nouvelles de ce prototype pour le voir en action dans les prochaines années. Retournons à la mairie d'Ilion pour discuter des actions mises en place par l'État avec monsieur Cosson. L'État a déjà mis en place des plans algues vertes. Oui, des plans. Qu'est-ce que vous en pensez ? Écoutez, c'est bien les plans. Il y en a plein, on est rempli dans des placards de plans. Nous, ce qu'on veut, c'est des actions qui permettent d'accompagner techniquement, financièrement le monde agricole et techniquement, financièrement les collectivités qui ont en charge le ramassage. Maintenant, c'est de se dire comment je fais pour apporter des solutions concrètes aux problèmes auxquels on est confronté. Et en tous les cas, quand on est confronté à un problème, que la solution soit à la hauteur du problème et pas du saupoudrage. Et c'est vrai que même s'il y a eu des plans de lutte des algues vertes, on est bien loin de ce qu'il faudrait mettre en œuvre pour qu'on arrive à des solutions, tout en prenant en compte que l'environnement lui va mettre à peu près une dizaine d'années avant de recracher ce qu'on lui a injecté. Et moi, ce que j'attends, c'est des solutions. C'est des solutions techniques et financières en aval pour justement accompagner la filière agricole sur ces modes de production pour qu'ils évoluent. Ils ont évolué, on est passé de plus de 50 mg de nitrate à un peu moins de 30. Il faut jouer sur plusieurs paramètres. L'amont, l'aval, les actions des collectivités,
l'accompagnement, comme je vous disais, technique, avec des ingénieurs qui puissent vraiment être accompagnés pour pouvoir mettre en place leur process. Parce que c'est bien de trouver la solution, mais si on ne l'aide pas pour pouvoir qu'elle puisse s'implanter sur notre territoire, demain, ça va être quoi? Ça va être des Chinois qui vont venir nous dire comment faire. Ce plan algues vertes, lancé en 2010 par le gouvernement, a fait l'objet d'une évaluation de conduite par la Cour des comptes qui tire pour constat la nécessité d'un engagement au-delà des 8 baies bretonnes actuellement concernées par le plan de lutte, d'une redéfinition précise des objectifs évaluables pour 2027 et le suivi de ces derniers, d'une aide morale, économique et matérielle pour les agriculteurs, ainsi qu'une surveillance plus stricte au respect de la réglementation qu'il faudrait par ailleurs adapter. Suite à ce compte-rendu de la Cour des comptes, l'État s'est engagé à prolonger le plan algues vertes et à le renforcer. Mais dans l'attente d'une réelle réaction du gouvernement en amont et en aval du problème, certains agriculteurs ont décidé, d'eux-mêmes, de changer leur type de production. C'est le cas de Fabrice Charles. Éleveur bovin à une dizaine de kilomètres au sud d'Illion, son engagement part d'une prise de conscience économique. Mais aujourd'hui, il se rend bien compte que sa transition vers un nouveau mode d'élevage a un impact positif sur l'environnement. Donc nous avons 65 vaches laitières sur un système aujourd'hui qui est un système tout herbe. Donc ça veut dire qu'on a 52 hectares de surface agricole utile. Toute cette surface-là est en herbe. Alors nous, notre parcours est un peu... On n'a pas toujours été comme ça sur l'exploitation. Sur la même surface, 52 hectares, on avait une vingtaine d'hectares de maïs, une dizaine d'hectares de céréales. Le reste, était en herbe, en fait. Donc il y avait une vingtaine d'hectares d'herbe. Le maïs, automatiquement, c'était désherbé une fois, souvent 2 fois, avec des herbicides, évidemment. Les céréales, même chose. Et en plus, les fongicides, pour les champignons, les maladies, tout ça. Voire des insecticides. Si il y avait des pucerons, si les céréales étaient attaquées. Suivi à ça, les épandages d'azote, en complément des matières organiques qui sont produites sur l'exploitation. Ici, c'était principalement du lisier, puisqu'à l'époque-là, on avait un atelier de porc d'engraissement. Je ne me disais pas, oh là là, ce que je fais là, ça va faire des algues vertes. Non, non, du tout. Non, 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 on n'était pas au courant de ça et on ne pensait même pas ça d'ailleurs. Et puis finalement, on aimait bien notre métier, passionné de l'élevage. Et donc, avec mon épouse aussi, mais est-ce qu'on ne pourrait pas faire du lait, mais différemment, quoi? Travailler différemment. Après l'intervention et grâce au conseil d'une animatrice technicienne du Centre d'études pour un développement agricole plus autonome, quelques mois plus tard, Fabrice et sa femme étaient prêts à changer de système. Cette personne-là nous a dit, nous a même conseillé, il ne faut surtout pas rester tout seul chez vous, parce que je suppose que vos voisins, vous n'en avez pas qui travaillent comme ça. Je dis non, ils travaillent tous comme moi avant en fait. Elle me dit, ce qui serait bien pour vous, c'est d'intégrer un groupe de travail. Donc c'est un groupe de travail, c'est un groupe de paysans qui travaillent déjà comme ça et qui vont vous appuyer. On va vous aider. Grâce à ce groupe, le couple a pu évoluer vers ce nouveau modèle en toute sérénité. Nous, on a changé vraiment notre parcours dans l'année de la crise laitière, qui était en 2008-2009. Elle a pris combien de temps cette transition? Alors nous, elle a duré 4 ans vraiment à fond. La preuve, vous voyez, ici, derrière moi, il n'y a pas de vaches. Elles sont où? Elles sont au champ. Et elles sont au champ pour manger de l'herbe. Ils sont pas au champ pour se promener et puis revenir manger du maïs à l'étable. Alors le problème des algues vertes, il ne faut pas oublier, c'est quand même un problème d'azote. Ça vient des terres et ça vient du problème de l'azote qui est sur les terres, qui est mis. Et d'ailleurs, la Cour des comptes l'a bien encore stipulé dernièrement. Son rapport est flagrant, c'est que c'est de la pollution d'origine agricole. À 95%. Voilà. Donc on ne peut pas nier le contraire, c'est évident. La marge de manœuvre, moi, je pense qu'elle est chez les herbagers, chez les gens qui ont des herbivores. La clé, pour moi, elle est là. Si on veut vraiment avoir des choses efficaces sur le territoire des algues vertes, il faut reconquérir ces zones, ces territoires en prairie. La solution pour faire barrage aux algues vertes se joue donc sur différentes échelles. Comme nous avons pu le voir avec chacun de nos invités, même en tant que consommateurs, nous avons un impact sur ce qui se passe dans les élevages et donc dans les baies. Alors n'attendons pas que les choses changent pour les changer nous-mêmes. L'objectif, c'est qu'il n'y ait plus d'accidents et puis que les générations futures vivent dans un milieu le plus sain possible, avec le moins de pollution possible. Les algues vertes sont uniques. Elles sont presque les seules à se développer exponentiellement dû à notre inaction. Mais nous retrouvons également l'effet inverse. D'autres espèces d'algues disparaissent, également dues aux activités humaines. Dans l'ensemble des mers et océans de notre planète, nous retrouvons des milliers d'espèces d'algues aussi différentes et uniques les unes des autres. Cette flore marine joue un rôle majeur dans la régulation du climat. Cependant, nos activités humaines ont un effet d'acidification de nos espaces maritimes. Pour en parler, nous avons rencontré Margot, étudiante en biologie marine à l'Université de La Rochelle. Elle est présidente de l'association Lemon Sea depuis 2020.
Leur objectif est de vulgariser le phénomène d'acidification des océans afin d'en faire part et d'apporter les solutions au plus grand nombre. Alors, l'acidification des océans, c'est une modification de la chimie des océans qui est due à l'augmentation de CO2 atmosphérique. Les océans, c'est une pompe à carbone naturelle, donc ils vont naturellement pomper le CO2 atmosphérique pour réguler le climat. Sauf qu'aujourd'hui, avec l'augmentation de CO2 atmosphérique due aux activités anthropiques, on a donc une augmentation de la dissolution de CO2 dans les océans qui va entraîner une acidification du milieu, donc une baisse du pH. Ce phénomène prend une ampleur mondiale, car le CO2 émis en France, par exemple, va d'abord se retrouver dans l'atmosphère avant d'être absorbé par un océan qui peut se trouver de l'autre côté du globe. Ces derniers millions d'années ont été marqués par de nombreuses crises climatiques, ce qui veut dire que le taux de CO2 présent dans l'atmosphère a toujours été assez variable. Mais aujourd'hui, nos émissions de dioxyde de carbone posent un problème bien plus important. On l'émet beaucoup plus rapidement que le CO2 qui a été émis dans le passé avec des événements naturels tels que des éruptions volcaniques par exemple. Ces variations naturelles offraient aux espèces marines le temps de s'adapter, d'évoluer. Il est vrai que certains animaux n'en sont pas ressortis vivants, mais au vu du changement que nous connaissons actuellement, nous pouvons être inquiets pour la faune et la flore aquatique. Avec la rapidité du phénomène d'acidification actuel, beaucoup d'espèces n'ont pas le temps de mettre en place ces adaptations et donc sont gravement menacées par l'acidification des océans. Des espèces animales en danger, mais les végétaux marins que sont les algues n'en sont pas moins impactés. Alors déjà sur la faune et la flore, on a beaucoup d'espèces qui sont impactées et notamment les espèces qui sont calcifiantes, c'est-à-dire qu'une coquille calcaire ou un squelette calcaire. Donc comme les coraux qui constituent les récifs coralliens et qui sont des niches écologiques qui abritent 25% de la biodiversité marine, donc c'est assez énorme, et qui sont aussi à la base de chaînes alimentaires dans ces écosystèmes-là. Et aussi des microalgues comme les coccolithophoridés qui ont une coquille calcaire, des petites coquilles calcaires qu'on appelle des coccolithes. Donc leur rôle est fondamental, aussi bien en tant que premier maillon de la chaîne alimentaire, parce que les coccolithophoridés, au même titre que d'autres algues photosynthétiques, sont les premiers maillons de la chaîne alimentaire, dont énormément d'espèces dépendent ensuite derrière. Et en plus de ça, grâce à leur activité photosynthétique, elles permettent de relarguer de l'oxygène dans l'atmosphère, et donc déjà pour nous d'avoir un apport d'oxygène qui est bien sûr vital, et ensuite une régulation du climat. Si ces algues à coquilles calcaires disparaissent, cela aura donc un impact sur tous les maillons de la chaîne alimentaire dont font partie de très nombreuses espèces aquatiques, mais également sur la régulation du climat. Et donc si on veut éviter que les océans deviennent acides, quelles sont les solutions qu'on peut appliquer à notre échelle individuelle? Privilégier le vélo ou les transports en commun, donc éviter de prendre l'avion, essayer un maximum de végétaliser son alimentation parce que notre alimentation joue un très grand rôle dans les émissions de CO2. Enfin, il y a une grande part de l'industrie agroalimentaire qui est responsable. Que ce soit l'élevage ou le transport. Voilà, l'élevage, le transport, s'engager et s'informer. Les algues peuvent donc être nuisibles, ou au contraire disparaître lorsque l'homme ne collabore pas correctement avec la nature. Mais parmi les 800 variétés d'algues que nous pouvons trouver sur les côtes françaises, l'homme est également capable de les utiliser à bon escient. Nous allons désormais partir sur les toits de Paris pour rencontrer Anouk Legendre, architecte et cofondatrice d'XTU. Cette entreprise étudie les algues depuis plus de 10 ans et souhaite les voir proliférer dans la ville de demain. Mais avant de vous parler de leur innovation principale, intéressons-nous à l'Elysia chlorotica. Ce nom ne vous dit sûrement rien et vous n'avez très probablement jamais croisé cet animal. Nous pourrions le définir comme étant le mélange d'une limace et d'une feuille. Et pour cause, l'Elysia chlorotica agit tel un végétal. À sa naissance, elle se nourrit d'une algue dont elle stocke les chloroplastes sur son dos. C'est ce qui lui donne sa couleur verte, mais c'est surtout ce qui lui permet de vivre. Ainsi, elle consomme des algues au début de son existence, et ensuite, elle tire son énergie exclusivement de la photosynthèse. Cet exemple d'animal qui devient autosuffisant au cours de sa vie a inspiré Anouk Legendre et son équipe à mettre sur pied ce même système grandeur nature. Et donc en s'inspirant de cet animal, on a inventé des biofaçades qui permettent de faire de la photosynthèse sur les façades des bâtiments en symbiose avec un être vivant, une microalgue. Les biofaçades sont des murs rideaux en triple vitrage dans lesquels vivent et prolifèrent des microalgues. Il est possible de les récolter pour la consommation, les cosmétiques ou divers produits pharmaceutiques. Et cela évite de concurrencer les terres agricoles qui sont déjà très convoitées.
De plus, avec une production sur les façades des bâtiments, XTU optimise l'espace dans les villes et freine l'étalement urbain. Par exemple, si l'intégralité de la façade de la tour Montparnasse était équipée de ces panneaux, la production atteindrait approximativement 60 tonnes de biomasse annuellement. Lorsqu'on sait que pour 100 grammes de biomasse de microalgues, il y a environ 60 grammes de protéines, cela reviendrait à un rendement atteignant les 36 tonnes de protéines par an, juste pour la surface de la tour Montparnasse. On va faire une production qui va permettre de consommer sur place en direct. Là, par exemple, dans le bâtiment qu'on est en train de construire, on va pouvoir vendre sur place tout ce qu'on a produit immédiatement. Donc ça va être de l'ultra cycle court. Après 10 ans d'études, de recherche, de financement et de barrières juridiques et administratives à franchir, les algues vont enfin pouvoir coloniser les villes au travers de ces biofaçades. Et c'est déjà en cours, car des logements étudiants du 13e arrondissement s'équipent de ces photobioréacteurs et de bassins à spiruline sur leur toit. C'est un brevet qui nous appartient et qui est en partie partagé avec le CNRS. Donc c'est un brevet 100% français. Un brevet intégralement français, mais qui compte bien se développer au-delà des frontières de l'Hexagone. Ce procédé, il peut être adapté dans différents pays du monde, sous différentes latitudes, parce que de toute façon, ces panneaux de culture de microalgues sont régulés thermiquement à l'arrière, donc les microalgues sont maintenues à température. On peut aussi adapter des souches suivant les régions. De plus, les microalgues ont les mêmes besoins que les humains pour vivre et se reproduire. Entre autres, elles exigent une température qui soit entre 15 et 28 degrés. Les biofaçades permettent donc de faire des échanges thermiques entre elles et le bâtiment qu'elles recouvrent. Par exemple, elles peuvent servir de filtre entre les rayons du soleil et l'appartement afin de réchauffer ce dernier. Mais elles peuvent aussi envoyer leur chaleur dans les ballons d'eau chaude et ainsi réduire l'utilisation d'énergie électrique. Et normalement, c'est un procédé qui va sur des immeubles assez grands, de plusieurs étages ou sur des tours. Par exemple, à la Défense, on doit changer tous les 30 ans les façades. Alors, ça pourrait servir pour la réhabilitation des façades, pour avoir des façades productives. Et puis, on s'est posé la question des maisons. Est-ce qu'on allait pouvoir mettre ça dans la maison? Et donc, on a mis au point aussi un système très low-tech, beaucoup plus fin et léger, juste pour les habitants, pour pouvoir cultiver des microalgues dans la cuisine. On s'est dit que ça faisait un peu peur, les microalgues. Les gens ne savaient pas si c'était toxique ou si c'était bon, etc. Et qu'il fallait trouver un système low-tech et simple pour que les gens puissent s'approprier ça. Grâce à toutes ces innovations, nous devrions devenir plus familiers avec ces végétaux qui apportent énormément de bénéfices à notre corps et notre belle planète. Enfin, nous avons voulu savoir comment l'entreprise XTU, et en particulier Madame Legendre, visualise la ville de demain. La ville minérale qu'on connaît, c'est comme un radiateur. Elle stocke la chaleur, elle l'emmagasine. Donc quand il fait très chaud, ça fait encore plus chaud dans la ville. Si au contraire on met un végétal dessus, il va faire de l'ombre, il va garder de l'humidité, ça va faire un écosystème humide autour des bâtiments. Et si on organise des courants d'air qui passent sur tout cet écosystème humide, on va faire des courants d'air rafraîchissants. Et comme ça, on va rafraîchir la ville. Donc, nous, on est persuadés chez XTU qu'il faut réintroduire de la biomasse en masse dans la ville pour couvrir les toits, pour couvrir toutes les surfaces horizontales, qu'il faut déminéraliser les rues au maximum. Toutes les rues ne sont pas utiles. Certaines pourraient être des rues jardins. Un monde de demain dans lequel le vivant reprendrait le dessus, aussi bien dans l'architecture que dans l'alimentation. Et pour parler de cette consommation assez peu réputée en France, nous sommes partis à la rencontre d'Hélène Marfin, chef de projet alimentaire et nutrition au Centre d'études et de valorisation des algues, le CEVA. Les algues, ça se consomme et depuis plusieurs milliers d'années en fait. Mais c'est vrai qu'en France, c'est pas du tout traditionnel. C'est surtout au Japon, au Chili, certaines populations littorales ont consommé des algues depuis leur préhistoire. En Europe et en France, c'est récent, c'est depuis une trentaine, quarantaine d'années qu'on peut trouver des algues dans les magasins pour les consommer. Qu'est-ce que ça peut nous apporter en tant qu'humains d'en consommer ? Alors ça peut apporter plein de choses. Donc c'est vrai qu'on dit qu'il faut manger 5 fruits et légumes par jour. Donc nous on dit qu'il faut manger 5 fruits et légumes et des algues tous les jours. Donc les algues marines, donc les grandes algues, les richesses principales c'est les teneurs en fibres et des fibres qui sont différentes des légumes terrestres. La mer elle contient tous les éléments minéraux, donc on va retrouver de l'iode, on va retrouver du magnésium, on va retrouver du fer, on va retrouver du calcium pour certaines. Et puis tous les oligo-éléments en fait, qu'on trouve dans la mer. Et puis beaucoup de composés antioxydants. Ils sont là synthétisés par l'algue pour se protéger.
mais qui peuvent être intéressants pour nous, pour notre santé, pour nous protéger aussi par rapport au vieillissement. Mais si on se met tous à consommer des algues, est-ce qu'il peut y avoir un risque, justement, pour les gisements en Bretagne et même partout dans le monde, d'un manque d'algues? Alors là, vous soulevez un point crucial. C'est effectivement, si demain tout le monde se met à consommer des algues, actuellement, la France ne va pas pouvoir fournir. Et dans le monde aussi, avec la production actuelle, on ne va pas pouvoir fournir. Mais c'est pour ça que des projets de culture se développent. Et en Asie, les algues, elles sont à 96% cultivées. On ne veut pas commettre d'erreurs dans le monde marin, donc on ne veut pas surexploiter la ressource. Donc la récolte en Bretagne, elle est très réglementée. Le ramassage des algues est géré par le comité régional des pêches qui donne les droits de cueillette, les lieux autorisés et les variétés d'algues qu'il est possible de ramasser selon la période. Les algues, consommées depuis des millénaires, sont un nouveau produit dans les magasins. Dû à leur essor en cours, nous pouvons trouver les prix des sachets d'algues assez élevés. Nous avons justement voulu questionner Hélène Marfin à ce propos. L'acte d'achat peut paraître assez onéreux. Le sachet d'algues, il va durer longtemps, donc au final, ça ne va pas être un produit plus coûteux qu'une bonne épice. Un aliment aux caractéristiques nutritionnelles excellentes, peu développé en Occident et accessible à tous. C'est le constat très positif qu'ont dressé Cécile et Victoire sur les algues lors de la création de Neptune Éléments. Leur objectif est double. Elles souhaitent démocratiser les algues dans notre alimentation et développer la filière en se fournissant en algues de culture. De plus, ces végétaux pourraient aider les hommes à se nourrir dans un monde qui ne cesse de croître démographiquement. On a fait un constat, c'est qu'en 2050, on sera 9 milliards d'habitants sur Terre. Et aujourd'hui, alors que les populations augmentent en permanence, les ressources sont déjà surexploitées. Donc face à ces constats, on s'est intéressé à l'algue, on a redécouvert l'algue, qui est un aliment exceptionnel à la fois pour l'homme et pour la planète. Pour l'homme, parce que c'est un super aliment qui comporte une richesse de nutriments supérieure à tout autre aliment terrestre, mais aussi pour la planète parce que c'est un super héros qui capture le CO2, produit de l'oxygène et qui a une culture avec un bilan carbone très faible. Que ce soit pour les algues ramassées en mer, ce qui représente 96% de la production européenne, ou bien les algues de culture, ces végétaux ont un impact doublement positif sur l'environnement. Les algues capturent le carbone plus rapidement que les végétaux terrestres et elles permettent la diminution de la consommation de viande et de poissons, industrie qui représente 24% des émissions de gaz à effet de serre dans le monde. Suite à ces constats, le CNRS et l'Organisation des Nations Unies ont lancé une coalition visant à développer la filière de l'algue de manière internationale. Les terres agricoles étant déjà toutes exploitées, c'est vers l'océan que nous devons nous tourner afin de nourrir la population de demain dans le respect des objectifs de développement durable des Nations Unies. Ainsi, les océans ne seraient pas surexploités, car d'après des études, pour fournir à la population mondiale la quantité d'algues dont se nourrit en moyenne un Japonais, il ne faudrait utiliser que 0,3% des océans. Mais d'abord, pour les consommer, il faut les aimer. Et dans l'assiette, il faut casser les préjugés que nous avons sur elles à la plage. Voici les déclinaisons qu'il est possible de trouver chez ces végétaux. Elles ont des goûts qui sont naturellement bons, qui varient entre des goûts iodés, des goûts herbacés, des goûts parfois boisés, même fumés. Et en fait, elles ont chacune des spécificités et des utilisations qui sont différentes. Alors, ça se cuisine dans de multiples recettes. En fait, nos premières algues, on a vraiment pris parti d'avoir des algues qui sont à saupoudrer. Et chacune de nos algues, en fait, peut se sublimer avec des recettes un peu différentes. Par exemple, avec les algues, nous pouvons saupoudrer nos pâtes, salades, soupes ou tartinables, et elles permettent de remplacer le sel. Je pense que vous êtes d'accord sur le fait qu'on ne puisse plus se permettre de consommer en pensant uniquement à nous. Il le faut pour rester en bonne santé. Mais nous devons également penser à nos impacts environnementaux. Et justement, les algues sont le compromis idéal. Afin de prolonger l'aventure culinaire, nous souhaitions diversifier les manières de consommer les algues dans notre quotidien. Et celle-ci, au-delà de la gourmandise, nous a permis de rencontrer des personnes ambitieuses se lançant dans un domaine déjà monopolisé par de grosses industries. Juliette est cofondatrice de Tiny Bird, une entreprise située en Île-de-France qui crée et commercialise des bonbons bien différents de ceux qui sont habituellement dans le commerce. L'idée de cette société, c'était de proposer une alternative saine et naturelle aux bonbons que l'on connaît classiquement, à partir de fruits sans arôme, sans colorant, sans conservateur et 100% végétal. On a
une base de fruits, ce qui est vraiment le plus important. On a plus de 65% de fruits dans notre bonbon. Ensuite, on va ajouter des gélifiants végétaux pour apporter une texture qui soit à la fois fondante, élastique et qui nous rappelle la gourmandise du bonbon. Et après, on ajoute un tout petit peu de sucre pour la conservation également, mais en beaucoup moins grande quantité que dans les bonbons qu'on retrouve dans les supermarchés. Et si nous avons décidé de vous présenter ces bonbons, c'est dû à leur particularité qui se trouve dans les gélifiants. Ils utilisent de la pectine de pomme, mais également de l'agar-agar. Cette poudre blanche provient de 2 espèces d'algues qui sont Gracilaria et Gélidium. Leur pouvoir gélifiant fut découvert au milieu du XVIIe siècle, au Japon. Et ces algues sont toujours utilisées aujourd'hui pour remplacer la gélatine animale dans les préparations alimentaires. Cette gélatine animale, dont je vous parle, pose un réel problème éthique dû à la matière première utilisée pour sa création. En Europe, 80% de cette gélatine provient des couennes de porc, 15% de la croûte, qui est une fine couche de la peau des bovins, et les 5% restants proviennent des os de porc, bovins et poissons. Tandis que pour l'agar-agar, après une courte réhydratation et un passage sous le feu, son pouvoir gélifiant s'active et l'aliment inodore et sans goût peut être introduit à la préparation. Mais du coup, y a-t-il une différence visible de texture entre l'agar-agar qui est végétal et la gélatine animale? La gélatine va être beaucoup plus élastique alors que l'agar-agar va être plus cassant. C'est pour ça aussi qu'on mélange l'agar-agar avec la pectine qui, elle, apporte plus de fondant. Et donc c'est ce mélange-là qui nous permet d'avoir une texture qui soit quand même très agréable en bouche. Donc juste derrière nous, on a l'atelier de production. Tu peux nous emmener visiter ? Oui, carrément, avec grand plaisir. C'est vrai que c'est hyper important pour nous d'avoir décidé d'internaliser notre production et on est super fiers de produire nos bonbons en Ile-de-France. Voici comment Juliette et ses collègues fabriquent ces fameux bonbons contenant de l'algue. Tout d'abord, il faut préparer les ingrédients, les mélanger et chauffer pour activer l'agar-agar. Ensuite, l'ensemble de la préparation va se retrouver dans des moules à l'effigie de la marque, puis être démoulé et mis au déshydrateur pour augmenter sa conservation. Une fois la production terminée et le tout mis en sachet, ils partent en livraison chez les consommateurs et dans quelques points de vente en France. Et bien sûr, Tiny Bird ne compte pas s'arrêter là. D'autres saveurs sont déjà en préparation. On aime bien ajouter ce qu'on appelle les super-aliments, des aliments très intéressants nutritivement parlant dans nos bonbons. Et la spiruline, évidemment, en fait partie. Donc on aimerait beaucoup faire un bonbon à la spiruline et on a déjà fait quelques tests. Donc voilà, on cherche l'association parfaite pour sortir un bonbon à la spiruline. En attendant ce bonbon à la spiruline, nous avons une transition toute trouvée vers notre dernier invité. Car Hugo est spirulinier. Il entame sa 7e saison en tant que producteur en 2022. Pour compléter cette activité, il part toutes les 2 semaines ramasser des algues aux alentours de la pointe Saint-Gildas. À marée descendante, les dulces et les laminaires fixés sur leurs rochers se dévoilent, permettant à Hugo de les sélectionner et de les couper au ciseau afin de ne pas abîmer la ressource. Comme des légumes, la sélection des algues à récolter se fait dépendamment de la saison. Une fois mises en petits morceaux, ces algues sont destinées à la consommation humaine, mais Hugo en ramasse également sur commande pour un élevage d'oursins situé à proximité. L'activité principale d'Hugo reste tout de même la production de spiruline. Ce micro-organisme est souvent rejeté, à tort, de la classification des algues au profit du terme de bactérie. Sauf que, dans les faits, la spiruline est autant une microalgue qu'une cyanobactérie. Vieille de 3,5 milliards d'années, elle fait partie des premiers êtres vivants à être apparus sur Terre. Nous lui devons la création de la couche d'ozone et l'apparition des différentes formes de vie sur Terre. Rien que ça. La spiruline est principalement présente dans les lacs de la ceinture tropicale, car elle nécessite un pH élevé et un environnement salé. Nous retrouvons des traces de cet organisme chez les Aztèques et les Incas, ainsi qu'en Afrique pour une consommation ancestrale autour du lac Tchad. Et pour cause, la spiruline est bien plus qu'un aliment. C'est un super aliment. Ça fait partie d'un équilibre alimentaire qui est très intéressant. Ça reste un aliment, mais un très bon aliment, puisqu'on est dans les aliments les plus complets au monde, quasiment. Effectivement, d'après de nombreux chercheurs, la spiruline serait l'aliment le plus complet au monde. Avec près de 70% de protéines, elle contient également des glucides, lipides, vitamines et minéraux. Pour aller encore plus loin, la spiruline est un miracle de pigmentation. Nous pouvons y extraire des caroténoïdes de couleur orangée,
de la chlorophylle, verte, ainsi que de la phycocyanine, qui est le seul colorant bleu naturel et non toxique. Comme je vous l'ai dit, la spiruline est consommée depuis des milliers d'années. Mais aujourd'hui, elle n'est plus uniquement récoltée dans des lacs. Sous ces 900 mètres carrés de serre se trouvent 3 bassins, chauffés par le soleil et tournant en circuit fermé. Lorsque le soleil est de sortie, les spires de spiruline se développent de 25% en une journée, permettant à Hugo de les récolter 4 à 5 fois par semaine. Lorsqu'il en prélève 100 kg dans ses bassins, après séchage, il ne reste que 10 kg de produits bruts. Alors voici les étapes de production de la spiruline, que l'on surnomme également l'aliment le plus ancien du futur. Donc là, on va filtrer le milieu de culture pour pouvoir récupérer. La spiruline, elle fait 1/4 de millimètre. Donc on va la filtrer dans des toiles très fines, de 22 ou 30 microns. La plupart, ils travaillent avec des machines ou avec des tables de récolte. Et moi, je récolte beaucoup à la main. Et il y en a assez peu qui font ça comme ça. On va récupérer toutes ces brins, ces spires de spiruline. Ça va nous faire une pâte qu'on va presser. Qu'on va mettre en forme en spaghetti pour la faire sécher. Et ensuite, on va la mettre au séchoir à une température autour de 40 degrés pour garder toutes les propriétés de la spiruline, ce qui est un peu la marque de fabrique de la spiruline faite de façon paysanne, artisanale. Et après on ensâche, donc on pèse tout et on ensâche toutes les boîtes, tous les conditionnements qui sont en bas sont ensachés ici. De nombreux produits à base de spiruline, aussi bien pour le petit déjeuner que pour le dîner, afin de la consommer sous toutes ses formes. Soit on va consommer la spiruline en cure, et donc on va essayer de trouver un petit peu son système régulier quotidien, de prendre l'équivalent d'une cuillère à café par jour. Si on est dans un schéma où on va s'en servir comme aliment, alors là, on peut partir, je dirais même en délire, parce que c'est un très bon colorant. On peut faire du houmous qui va être vert, on peut faire des smoothies évidemment, on peut faire des jus de légumes, on peut... Voilà, le champ des possibles, sans la cuire ou l'intégrer tout simplement à la fin de la cuisson, voilà, sur les plats et la manger comme ça. Un aliment aux caractéristiques nutritionnelles excellentes qui découle d'une nouvelle forme d'agriculture très peu émettrice en CO2. Veillez tout de même à vous procurer de la spiruline artisanale, car l'industriel est souvent chauffé à une température trop élevée et certaines molécules y sont enlevées. De la plage à l'assiette en passant par les façades des bâtiments, j'espère que ce documentaire a pu vous faire ouvrir les yeux sur les algues. Il est temps de changer notre regard vis-à-vis de ces végétaux extraordinaires remplis de bienfaits. Cassons enfin tous nos préjugés et goûtons. Acceptons de trouver des algues sur nos plats, de réduire notre consommation de viande, et ainsi d'éviter la prolifération d'algues nocives sur nos côtes. Ne soyons pas effrayés à la vue de ces végétaux, mais apprenons à cohabiter avec eux. Rien qu'en France, nous pouvons retrouver plus de 800 variétés d'algues. Certaines se consomment, d'autres peuvent servir dans la création de divers produits, mais ce qui est sûr, c'est que nous devons toutes les respecter, les protéger, au risque de briser des chaînes alimentaires essentielles à notre présence sur Terre. Alors, même s'il se peut qu'elle nous chatouille les pieds ou qu'elle n'ait pas une odeur des plus agréables en séchant, soyons fiers de pouvoir compter sur cette ressource et osons changer nos habitudes dès aujourd'hui. Car notre avenir commence maintenant.